L'eau, c'est l'avenir de l'humanité, on le sait déjà. Au 21e siècle, l'eau va jouer un rôle aussi important dans le monde que le pétrole aujourd'hui. Certains en ont, mais d'autres pas. Alors, l'accès à l'eau douce va devenir un enjeu majeur. Il pourra provoquer des crises, des agressions, même des guerres. Dans la distribution des richesses vitales, l'égalité des peuples, ça n'existe pas. Nous sommes dans les Grands Lacs et nous sommes à la tête du système Saint-Laurent. Et ici, on est entouré par une ressource naturelle qui est absolument incroyable. Tout ça, c'est de l'eau douce. 20% de tout ce qu'il y a sur la Terre. Le système est absolument énorme. À chaque seconde, presque 7 millions de litres d'eau quittent les Grands Lacs et se déversent dans le Saint-Laurent. Millions de bouteilles comme celle-là en une seule seconde. C'est entièrement suffisant pour étancher la soif de tous les Québécois d'un seul coup. Et si on attend 1 minute de ce débit des Grands Lacs vers le Saint-Laurent, eh bien, c'est toute l'Amérique du Nord qu'on peut abreuver et fournir en eau potable en une seule fois. Avec l'eau qui sort des Grands Lacs pendant une seule journée, on peut faire boire toute la planète entière pendant 44 jours. Mais l'écart entre les pays est énorme. Déjà, en ce moment, de vastes régions du globe manquent cruellement d'eau douce. Et si on cherche un exemple particulièrement remarquable, c'est le Nil. Le Nil a, dans sa partie supérieure, 9 pays, 9 États. Un immense bassin, mais l'Égypte elle-même ne reçoit que l'eau qui passe au barrage d'Assouan, selon un traité. On a arrêté la quantité d'eau. Mais pendant ce temps-là, la population de l'Égypte augmente. Le Caire reçoit 1 million d'habitants par année de plus. Et on a déjà sur le Nil, en eau recyclée, 30% de l'eau est recyclée. C'est de l'eau usée qui vient particulièrement de l'agriculture. Il rentre 55 milliards de mètres cubes, on en utilise 70 milliards de mètres cubes. Avec cette eau-là, on construit de nouvelles cités en plein désert du Sinaï. Et ces nouvelles cités vont être approvisionnées uniquement par des eaux usées de l'irrigation, par un grand canal qui passe sous le canal de Suez. Des grands projets d'ingénierie. Mais le problème est toujours là. Il n'y a pas d'eau. Il tombe 100 mm d'eau sur le Caire. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'eau. On la surexploite au maximum. L'eau qui se rendait autrefois jusqu'à la Méditerranée, 6 ou 7 milliards de mètres cubes par an, maintenant est à 2 milliards de mètres cubes. On assiste à la salinisation des terres les plus fertiles du Nil, celles du delta. Et tout ça en pleine connaissance de cause. On sait très bien où va le Nil. On peut prévoir presque à l'avance le moment où on aura une catastrophe. Et c'est peut-être l'exemple le plus frappant d'un système qui est rendu à la limite de son utilisation. Aux États-Unis, ce qui est le plus frappant, c'est que les zones dans lesquelles il y a le maximum de développement en termes urbains et d'attrait de population, le Sun Belt, c'est la zone où il y a le moins d'eau.
Et on se retrouve actuellement déjà dans un déséquilibre. Une ville comme Las Vegas, par exemple, attire environ 1000 nouveaux arrivants par semaine dans une situation où il n'y a pas d'eau de façon abondante. Donc, on est dans un déséquilibre total actuellement dans le mode de développement de la zone ouest-sud-ouest des États-Unis. Sur le continent nord-américain, si on prend un peu de recul et on regarde une carte, où est-ce qu'il y a de l'eau? Le système Grand Lac Saint-Laurent est le plus important et on a les lacs du Nord. On a les grands lacs des Esclaves, par exemple, tout le système nordique, mais est tout à fait éloigné des populations. Le point focal, le point d'attrait donc pour l'eau en Amérique du Nord, c'est le système dans lequel on est. Et il faut penser qu'à plus ou moins brève échéance, cet attrait pour l'eau va nettement se manifester. Il y a à peine 3000 ans que les eaux de la mer de Champlain se sont transformées et sont devenues ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le fleuve Saint-Laurent est l'unique déversoir des Grands Lacs. Avant, même du temps de la Grèce antique et de la guerre de Troie, eh bien, les eaux des Grands Lacs se déversaient vers le sud, dans le Mississippi. À sa naissance, le Saint-Laurent était bien différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Il faut oublier l'image d'un grand fleuve qui relie les Grands Lacs à l'Atlantique. À l'origine, le Saint-Laurent n'était qu'un très long bras de mer qui déchirait une partie du continent. Son histoire s'étend sur des millions d'années. D'une façon un peu paradoxale, on peut dire que le Saint-Laurent est à la fois le plus vieux et le plus jeune des fleuves de la planète. Nous avons décidé d'ancrer exactement au pied du Cap Tourmente, qui est situé quelques milles en aval de l'île d'Orléans, à Québec. Derrière moi, les roches que vous apercevez sont parmi les plus vieilles de la Terre. On parle de la bagatelle d'1 milliard d'années. Et c'est ici, le long de la rive nord du Saint-Laurent, que prend fin le bouclier canadien. Le bouclier canadien, ça représente ce qu'on appelle le craton stable ou le noyau des roches de l'Amérique du Nord, auquel est venu se greffer des roches beaucoup plus jeunes. Le bouclier canadien s'étend sur toute la rive nord du Saint-Laurent, puis longe la rivière des Outaouais pour ensuite rejoindre la rive nord des lacs Huron et Supérieur. Il poursuit ensuite vers le nord-ouest, vers la vallée de la Rivière-Rouge et le lac Winnipeg, au Manitoba, pour finir sa course à proximité du cercle arctique. La naissance du fleuve, si on veut, a une histoire très lointaine. L'histoire du Saint-Laurent commence il y a 650 millions d'années. À cette époque, il n'y a sur Terre qu'un seul énorme continent. Mais il est instable et va se fracturer. Les morceaux partent alors à la dérive et s'éloignent lentement les uns des autres. C'est à ce moment-là que se creuse la faille dans laquelle coule aujourd'hui le Saint-Laurent. Les masses continentales s'éloignent les unes des autres pendant 150 millions d'années. Et puis, 500 millions d'années avant notre ère, les continents changent de direction et commencent à se rapprocher. Ce rapprochement provoque des collisions titanesques. Les sédiments accumulés pendant des millions d'années se soulèvent, se choquent, se déforment. C'est la naissance des Appalaches. Aujourd'hui, le Saint-Laurent est bordé au nord par le très vieux bouclier canadien et au sud par les toutes jeunes Appalaches. Mais ce n'est que le début. Il y a 100 000 ans commence une période de glaciation. L'hiver s'installe à longueur d'année. La vallée du Saint-Laurent disparaît sous 3000 mètres de glace, 10 000 pieds. Normalement, à cette altitude, ce sont des avions que l'on rencontre. Le continent s'enfonce sous la pression des glaces.
Le poids, les frottements labourent la croûte terrestre, la déforment et creusent de profondes dépressions. Ces dépressions deviennent les Grands Lacs, le fjord du Saguenay, le lac Saint-Jean et la vallée du Saint-Laurent. Il y a 15 000 ans, le printemps revient. Les glaces se mettent à fondre, l'eau dévale de partout et le niveau de l'océan grimpe rapidement. L'eau salée inonde le continent jusque dans l'Outaouais. Elle forme une mer intérieure, la mer Champlain. À une époque, cette mer-là, qui a suivi le tracé du Saint-Laurent, se rendait jusqu'à Kingston, recouvrait Ottawa. On a retrouvé des fossiles de beluga sur le site d'Ottawa. On a retrouvé partout au pourtour du Saint-Laurent, à quelques kilomètres au nord et au sud du Saint-Laurent, des plages, des anciennes plages qui nous marquent la limite de la mer Champlain à différentes époques. Il y a même de ces anciennes plages-là qui ont été trouvées à une altitude de 125 mètres au-dessus du niveau actuel du Saint-Laurent. Libéré du poids des glaces, le magma se décomprime. La terre remonte et apparaît le paysage qui nous est aujourd'hui familier. La mer fait place aux basses terres du Saint-Laurent, où se trouve maintenant Montréal. Sous l'eau, ces terres ont accumulé des sédiments fins arrachés par l'action abrasive des glaciers. Arrivées en surface, ces couches sédimentaires de limon et d'argile créent un sol arable extrêmement fertile. Au fond, en arrière-plan, on voit les collines du bouclier canadien avec le Mont-Saint-Anne, dont les roches ont un âge de 1 milliard d'années. À l'avant-plan, tout ce qui est champs cultivés, les petites terrasses ici à l'avant, ce sont les roches de la province géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent, qui ont plutôt un âge de 450 millions d'années. Ici, on a justement un bel exemple d'érosion. À l'origine, les chutes Montmorency prenaient naissance tout à fait au bord de la falaise, la rive nord du Saint-Laurent. Avec le temps, les chutes ont creusé dans les roches plus molles des Basses-Terres du Saint-Laurent pour venir s'appuyer aujourd'hui sur les roches beaucoup plus dures du bouclier canadien. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, les chutes sont à cet endroit précis-là. Il y a à peine 3000 ans, les Grands Lacs cessent d'alimenter le Mississippi. Toutes les eaux se déversent désormais dans le Saint-Laurent. Le fleuve que nous connaissons est né et notre histoire commence. Et c'est dans un site comme ça qu'on peut dire, à juste titre, que le Saint-Laurent, eh bien, il est très vieux, mais aussi il est très jeune à la fois. Le Saint-Laurent est finalement devenu un fleuve qui rejoint le cœur du continent nord-américain. Le Saint-Laurent est formé de 3 sections. À l'est, le Golfe, qui se confond avec l'Atlantique. Au centre, l'estuaire. La marée se fait sentir, l'eau salée se marie à l'eau douce. Et à l'ouest, le tronçon fluvial qui prend sa source dans les Grands Lacs. Le Saint-Laurent n'a pas le débit gigantesque de l'Amazone. Il n'a pas la longueur du Nil ni l'énorme bassin versant du Congo. Mais il forme avec les Grands Lacs un système tout à fait unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs au monde. Un grand fleuve, c'est pas nécessairement un fleuve qui est grand par ses dimensions physiques. Généralement, il y en a une vingtaine sur la planète, des fleuves qu'on appelle grands parce qu'ils sont longs, ils ont des immenses bassins, ils charrient beaucoup d'eau. Donc le Saint-Laurent, parmi cette vingtaine-là, est généralement au 13e ou 14e rang selon le critère qu'on utilise. Donc l'Amazone, c'est le plus grand de tous, c'est surdimensionné par rapport aux autres. Mais il y a des fleuves qui sont grands aussi par le poids de leur histoire, par l'importance qu'ils jouent dans la société, pour les pays riverains où ils sont.
le Rhin, le Danube, les fleuves français, pour nous, c'est des petites rivières, mais pour la France, ces fleuves, c'est des fleuves, ils sont grands. Le Saint-Laurent est un fleuve relativement naturel. Il ressemble encore aux fleuves que les premiers explorateurs européens ont découverts. Il n'a subi que peu d'altérations physiques. Sur l'ensemble de son parcours, ses berges ont été assez peu modifiées. Et le Saint-Laurent, c'est fondamentalement une série de pièces, les unes à côté des autres, d'un bout à l'autre. On a une série de lacs. Et dans un fleuve comme le Saint-Laurent, c'est assez particulier d'avoir 3 lacs importants. Lac Saint-François, lac Saint-Louis, lac Saint-Pierre, ces grands élargissements qui sont totalement différents des corridors qui les relient. On a donc un fleuve qui est dans sa partie eau douce, composé de lacs et de bouts de fleuve, avec des écoulements lents, des grands herbiers, l'abondance de poissons dans les lacs, des corridors plus serrés avec des berges rapprochées, un écoulement plus rapide dans les corridors. Et ça, c'est une juxtaposition intéressante. Ça fait des milieux diversifiés, très riches. Le Saint-Laurent, c'est ensuite un grand estuaire. Le contact avec l'eau douce et l'eau salée se fait dans une zone d'échange très particulière, qui est très riche en termes d'alimentation. C'est là qu'on va retrouver les baleines. Donc, le fleuve débouche dans un grand entonnoir salé et c'est ensuite le plus grand golfe au monde. Le Saint-Laurent ouvre dans le golfe qui est une véritable mer intérieure, de sorte que cet agencement de lacs d'eau douce avec des corridors, un estuaire salé, un immense golfe, fait en sorte que le Saint-Laurent est vraiment unique en termes physiques. Et c'est un grand système. C'est 1500 km entre Cornouailles et Blanc-Sablon. C'est donc un grand système. On peut gérer des activités humaines qui affectent le système. Mais le système lui-même, on ne le gérera pas. Et ça, c'est un constat qui est récent et qui nous vient d'une longue réflexion chez nos voisins des Grands Lacs, qui ont finalement décidé qu'on ne pouvait pas régler les problèmes de niveau d'eau par des ouvrages ou des approches technologiques. Le système ne peut pas être géré dans sa totalité. Et c'est valable aussi pour la partie fluviale. Le système lui-même est relativement résistant à cause du volume d'eau, à cause de son débit. Ce qu'on rejette dans le fleuve et ce qu'on a rejeté depuis l'industrialisation à la moitié du 19e siècle a été en grande partie dilué. C'est pas disparu pour autant. C'est pas parce qu'on en trouve moins que c'est complètement disparu. Mais le système lui-même a absorbé énormément de pression. C'est pour ça que quand on coupe les sources de contaminants, quand on améliore les usines, quand on met des systèmes sur les égouts municipaux, on a un effet, mais c'est long avant qu'on puisse le mesurer dans le système. Et c'est long aussi pour qu'on voit les niveaux de contaminants descendre à des seuils qui seraient considérés comme naturels, parce que le système va continuer à transporter des contaminants. Il y a des zones où, dans le fond, dans les sédiments, il y a des accumulations. Ça reste là tant qu'il n'y a pas des sédiments plus propres qui déposent sur le dessus. On a un grand système qui ne réagit pas rapidement. Quand on regarde un cours d'eau comme ça, on a souvent l'impression que c'est tout à fait homogène. Mais c'est une illusion parce que la réalité est totalement différente. Un fleuve, c'est composé de toute une série de masses d'eau. Et il serait peut-être bon de se demander si on laissait tomber une goutte d'eau ici, dans les Grands Lacs, à la tête du système Saint-Laurent, et se demander combien de temps et quel chemin va prendre notre goutte d'eau pour se rendre le long du fleuve et se dissoudre dans l'océan. Bien, le meilleur moyen, probablement, c'est de s'essayer. Alors, c'est ce qu'on va faire. Notre goutte d'eau mettra 2 longues années pour sortir de l'immense système que constituent les Grands Lacs. Quand elle pénètre dans le Saint-Laurent, la plupart des particules polluantes dont elle était chargée sont restées prisonnières des Grands Lacs. Elle transporte maintenant une quantité importante de sels minéraux, un héritage du bouclier canadien. Tout
Tout au long de son parcours dans le corridor fluvial, la goutte d'eau collectionne des particules de toute nature qui lui viennent des tributaires, de l'érosion des berges et du lit du fleuve. Elle arrive au lac Saint-François. C'est le premier élargissement naturel du fleuve. Sa vitesse diminue considérablement. C'est pourquoi elle commence à se délester des particules qu'elle transporte. Si elle emprunte le chenal principal du lac, elle le traversera en une trentaine d'heures environ. Mais si elle s'égare sur les berges, elle pourra y passer une bonne dizaine de jours. En aval, la goutte arrive au deuxième élargissement du fleuve, le lac Saint-Louis. Elle aperçoit sur sa gauche l'arrivée d'un affluent puissant. C'est la rivière des Outaouais, qui fournit 25 du débit du fleuve à la hauteur de Montréal. Arrivée en face de Montréal, notre goutte d'eau emprunte le chenal de navigation. Près de 90 du débit du fleuve s'écoule par ce chenal. La vitesse du courant y atteint généralement de 2 à 3 mètres secondes. En aval de Montréal, la goutte d'eau ralentit sa course. Elle traverse le lac Saint-Pierre. À la sortie, elle commence pour la première fois à sentir l'influence de la marée. On est maintenant rendu en dessous du pont de Québec et justement, je retrouve ma goutte d'eau, celle que j'avais laissée tomber dans le lac Ontario. Elle aura pris 10 jours à se rendre jusqu'ici, à une condition, c'est d'avoir toujours emprunté la voie rapide. De l'autre côté, c'est l'Atlantique Nord et toute cette eau s'engouffre dans le golfe du Saint-Laurent. C'est évident que ça rend les conditions de voile un petit peu plus difficiles. Ça bouscule, ça brasse, ça bouge. Peu à peu, les marées vont continuer le mouvement et cette eau très froide de l'Atlantique va peu à peu pénétrer dans le golfe, puis dans l'estuaire et va aller se cogner contre la paroi de Tadoussac. Bien, imaginez qu'on enlève toute l'eau du Saint-Laurent d'un coup sec. Et voilà, on a un modèle ici qui illustre bien comment le fond de ce Saint-Laurent est fait. C'est la côte nord, c'est l'immense fosse, c'est la rive sud. Alors, l'océan, l'eau très froide en profondeur qui remonte avec les marées et qui, à la hauteur des Escoumins, frappe littéralement un mur. C'est une remontée soudaine de plus de 200 mètres. L'eau est alors propulsée au-dessus du seuil par la marée montante. La masse d'eau va maintenant se diviser en 3 branches. Une première enjambe le seuil du Saguenay et plonge profondément dans le fjord. Elle l'alimente ainsi en eau salée et oxygénée. Pendant ce temps, une autre branche refoule vers l'amont. Cette branche de courant va par la suite remonter le lit du Saint-Laurent et va s'engouffrer dans un véritable goulot entre la pointe de l'île d'Orléans et le pont de Québec. Ce goulot va provoquer des variations de marée qui peuvent atteindre facilement 7 mètres, c'est-à-dire 20 pieds et même un peu plus. La troisième branche se forme à la marée descendante. Entraînée par le débit important de la rivière Saguenay, la masse d'eau pivote et se dirige vers la rive sud. Les Amérindiens ont été les premiers à occuper les berges du Saint-Laurent. Ils y sont arrivés il y a environ 8000 ans. Cette magnifique terrasse en bordure du Saint-Laurent sur la rive sud entre le lac Saint-François et le lac Saint-Louis s'appelle la pointe du Buisson.
Pendant des milliers d'années, les Amérindiens sont venus ici pêcher le poisson dans les rapides. Pour la pêche, on utilisait des harpons ou encore des flèches. Et les espèces qu'on trouvait en abondance, c'était le barbu, le suceur et bien sûr l'esturgeon que l'on pouvait consommer sur place ou encore qu'on faisait fumer comme ça afin de préserver et de protéger la chair plus longtemps. À Pointe-du-Buisson, on fouille depuis plus de 30 ans, puis les archéologues ont découvert à peu près environ 1 million d'objets, d'artefacts, petits ou grands. Et ces objets-là racontent que les Amérindiens sont venus ici environ il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 5000 ans. Et ils sont venus jusqu'à l'époque de Jacques Cartier. Et ils sont venus surtout pour profiter de l'abondance des ressources parce qu'on trouve beaucoup d'os, d'animaux, surtout de poissons qu'on pouvait pêcher ici dans le fleuve. La pointe du Buisson est donc l'un des tout premiers lieux à être occupé par une présence humaine quelque temps après le retrait de la mer de Champlain. Grâce à l'usage de l'astrolabe de mer et de la boussole, la navigation fait d'énormes progrès au 16e siècle et l'Europe connaît un développement phénoménal. On dispose de cartes plus précises. Les navires sont assez robustes pour s'aventurer au grand large. C'est l'Eldorado de la morue. Au milieu du 16e siècle, des centaines de navires et leurs équipages bretons sillonnent les grands bancs de Terre-Neuve, le golfe du Saint-Laurent et la côte atlantique. Et l'Église catholique se charge du marketing. Elle prescrit à ses fidèles de faire maigre 245 jours par année, ce qui crée évidemment une très forte demande pour le poisson. Eh oui, les Européens, quand ils sont venus en Amérique du Nord, ça n'était pas pour autre chose que pour ceci, la morue. Cette espèce aujourd'hui presque en disparition, mais autrefois d'une abondance phénoménale. À la même époque, les Basques s'aventurent aussi dans le golfe du Saint-Laurent. Mais ils sont en quête d'un bien plus gros gibier. Ils inaugurent l'ère de l'économie capitaliste en Amérique avec leur très rentable chasse à la baleine. Bien, il faut dire que dans la cartographie basque, on réalise, par exemple, qu'avant l'arrivée de Champlain, Québec s'appelait la Nouvelle-Biscaye, la nouvelle province de Biscaye. Mais quand on parle du détroit de Belle-Île, quand Cartier est arrivé, il y avait des noms en place. Cartier avait plus ou moins son guide Michelin. C'est plus loin dans le Saint-Laurent qu'il commence, lui, à baptiser les places. C'est en 1517 que des documents officiels mentionnent les Basques pour la première fois. La baleine était, pour les Basques, une attraction extraordinaire, mythique. On voit encore dans le Pays basque, à Pamplume, la chasse aux taureaux dans les rues. Mais pour les Basques, la mer leur offrait un monstre sacré à chasser tous les ans comme ça. Sauf qu'un jour, le monstre semblait disparaître, il n'y en avait presque plus, ou à peu près plus le long de leur côte. Tandis qu'au Labrador, on en avait des milliers. C'est bien dit dans le cas d'un procès, où le juge demande combien il y a de baleines, le gars dit il y a des milliers dans le détroit de Belle-Île. Alors c'était une terre, un Eldorado de richesse extraordinaire pour ces gens-là. C'est en suivant l'une de ces trois routes que plus de 2000 Basques affrontent chaque année l'Atlantique de 1550 à 1580. Pour l'époque, c'était des chiffres assez effarants, le nombre de Basques qui venaient ici sur ces gros bateaux. Parce qu'on dit des gros bateaux, on parle de tonnage de 200 à 600 dans certains cas. Et même on a un navire d'au-dessus de 700 tonneaux. C'était un monstre à l'époque. Donc, c'était une exploitation qui demandait des mises de fonds énormes. C'était des entrepreneurs de la libre entreprise qui risquaient des fonds énormes, mais qui obtenaient un rendement extraordinaire, incluant les marins à bord, qui participaient à ça. Ils n'étaient pas payés en salaire, ils avaient des parts. Ces gens-là, en quelques mois, obtenaient plus ou moins le salaire de plusieurs années en étant nourris, logés au Labrador. C'était une baleine qu'on appelait en Europe la bonne baleine en français. Et les Anglais l'appellent la right whale. C'était la bonne baleine à tuer. Elle était lente, elle était très grasse,
Elle se promenait toujours le long des côtes. Et la grande qualité, c'est qu'une fois tuée, elle flottait. Elle ne sombrait pas comme le cachalot, par exemple. Alors, c'était la bonne baleine à tuer. Et c'est les basses qui en ont profité durant des siècles et des siècles. Et petit à petit, elle a disparu. Avec ses courants, ses vagues et ses tempêtes, le Saint-Laurent n'est pas facile à naviguer. « 40 000 naufrages sont inscrits à son livre de bord. Des milliers d'épaves émaillent un peu partout les fonds marins. Chacune raconte à sa façon un bout d'histoire, une bataille perdue, une catastrophe définitive. Avec le temps, elles sont devenues des balises, des témoins silencieux d'une autre époque. Aujourd'hui, les plongeurs les redécouvrent avec plaisir. Et les historiens commencent à peine à déchiffrer tout ce patrimoine englouti. 1690. Un jour d'automne, le Elizabeth and Mary coule à proximité de Baie-Comeau. Une cinquantaine d'hommes sont à bord. Ils font partie des troupes de l'amiral anglais William Phips, qui voulait alors s'emparer de la ville de Québec. Mais l'expédition est un échec. Maintenant, l'hiver approche. Les glaces vont boucher le Saint-Laurent. Phips doit lever le siège. En rentrant au Massachusetts, la flotte affronte une très violente tempête. Le Elizabeth and Mary sombre corps et biens. Alors là, on a pour la première fois la chance d'avoir une épave qui a été construite en Nouvelle-Angleterre, si on le sait avec certitude, et qui nous parle un peu de comment les gens ont adopté la technologie européenne dans un nouvel environnement, qui avait des arbres différents, qui avait des connaissances différentes. On a adapté ça à notre nouveau milieu. Alors ça va être une première pierre d'assise sur laquelle on va pouvoir construire avec les épaves qui vont suivre si on en trouve d'autres. L'épave du vaisseau de Phips est liée à un événement historique fort bien documenté. Nous pouvons donc avoir une image très précise de ce qu'était la vie à cette époque. Ça, c'est le fusil qui a été remonté ce matin. Ça fait environ 3 heures, 4 heures qu'il est sorti de l'épave. Alors, une fois que l'objet est arrivé au laboratoire de terrain, ce qu'on va commencer à faire, c'est le stabiliser. On va commencer à le dessaler avec l'eau de la rivière, qui est de l'eau claire. Puis, on va faire son diagnostic, faire son constat d'état, puis on va commencer à le traiter. Il faut manipuler ces indices avec beaucoup de précision. Autrement, on détruit l'histoire. Et c'est ça le défi de l'archéologue. Et sous l'eau, le défi est pire parce qu'on est dans un milieu beaucoup plus difficile. Alors, il faut s'assurer que ce qu'on récupère sera bien conservé jusqu'à la fin, jusqu'à l'analyse et à l'interprétation. De la sortie des Grands Lacs jusqu'à la fin du Golfe, d'innombrables épaves attirent les plongeurs à la recherche d'aventures. Construite au Wisconsin en 1871, sur les bords du lac Michigan, la goélette City of Sheboygan affronte les eaux des Grands Lacs pendant 45 ans. Le 25 septembre 1915, elle coule dans les Mille-Îles au beau milieu d'une tempête. Le Rothesay, un navire à aube propulsé à la vapeur, commence sa vie utile en naviguant dans l'Atlantique. Il devient ensuite un bateau de plaisance pour passagers et relie Montréal à Brockville, en Ontario. Le 12 septembre 1889, il entre en collision avec un remorqueur américain. Il coule à pic près de Prescott, en Ontario.
À son tour, le Keystone s'abîme sur son flanc tribord au fond du fleuve après avoir percuté un écueil. Construit en 1910, il sert au transport du charbon entre les mines américaines et les centrales thermiques de la société qui fournit Montréal en électricité. Il n'aura navigué sur les Grands Lacs que pendant 2 ans, avant d'aller grossir le cimetière marin. En 1922, c'est le feu qui a raison du Conestoga. Il coule avec sa cargaison de 30 000 boisseaux de blé. On commence à peine à découvrir ces vestiges du passé. Dans le Saint-Laurent, on a localisé moins de 3000 épaves, c'est tout. Il y en a encore des milliers à découvrir dans les fonds du Saint-Laurent. Quelle belle chasse au trésor pour les plongeurs! Le 8 décembre 1945, le Carabobo s'échoue dans la baie de Gaspé. Pendant près de 2 jours, on va assister à un échange fébrile de télégrammes pour déterminer qui doit payer la note de remorquage. La corvette coule avant que la question ne trouve réponse. Pour les premiers Européens qui débarquent en Amérique du Nord, bien sûr, les seules voies d'accès possibles vers l'intérieur du continent, ce sont les rivières, ce sont les fleuves. Mais cela ne va pas sans mal, évidemment. Il y a des obstacles et des obstacles très dangereux, et parmi ceux-ci, évidemment, les rapides. 2 forces régissent le développement maritime. La première, c'est le commerce. Au 17e et au 18e siècle, l'économie de la Nouvelle-France repose sur la traite des fourrures. Les canaux d'écorce suffisent amplement au transport des pelleteries. Avec des embarcations qui sont de plus en plus grosses, les rapides finissent par poser tout un problème. C'est alors que va naître l'idée de créer, de creuser, d'aménager de petites canalisations qui vont permettre de haler les canaux jusqu'en amont des rapides, mais sans procéder au portage. Et ces petites canalisations rudimentaires, on va les baptiser des rigolets. En fait, un rigolet, c'est un canal de fortune. C'est un peu un brise-vague. Ce qu'on veut ici, c'est éviter de passer par le fleuve. Donc, on va se construire un sentier pour bateaux. Le sentier était fait en pierre, on le constate bien. On voit d'ailleurs la dénivellation entre finalement une extrémité et l'autre du canal. Dans le canal, passaient des bateaux comme celui-là. Bateaux qu'on appelait des bateaux 2T. Pour une raison fort simple, on les plaît avec 2T, donc B-A-T-T-E-A-U. Ces bateaux-là pouvaient contenir jusqu'à 5 tonnes de marchandises. Donc, ça va permettre à un plus grand nombre de marchandises d'aller vers les Grands Lacs. C'est un canal de pierre, donc construit avec de la roche qu'on va retrouver le long du fleuve. C'est un sol de roche aussi. Ça va servir de brise-vague. L'eau circule à l'intérieur. Les navigateurs vont avoir de l'eau jusqu'à la mi-cuisse et vont devoir tirer l'embarcation. Donc, on peut percevoir là, les gens accroupis en train de tirer l'embarcation de 5 tonnes derrière eux. Naturellement, l'embarcation frotte à certains endroits sur la pierre. On va devoir travailler très fort. La première force qui va véritablement pousser le développement maritime, c'est bien sûr le commerce. Mais une deuxième force tout aussi importante, tout aussi puissante, ce sera la guerre. La Révolution américaine va faire en sorte que ça va réveiller un peu l'armée britannique et on va vouloir approvisionner les Grands Lacs, développer des forts autour des Grands Lacs. Donc, on va devoir les approvisionner, les fournir en divers matériels. Donc, on va construire ici, à côté du lac, un canal. Et vous avez ici l'ancêtre de la voie maritime, le premier canal à écluse en Amérique du Nord, construit en 1780. Avec des tirants d'eau d'à peine 4 pieds et une largeur souvent de moins de 12 pieds, les premiers canaux sont rapidement devenus désuets.
La pression économique, le développement, surtout vers l'ouest, ont forcé de nouvelles canalisations sans arrêt. Tout ceci, évidemment, avait un but principal, surmonter un immense obstacle qui se trouve juste ici, à côté de moi. Ce sont les rapides de la Chine. Drôle de nom pour des rapides en plein milieu du Saint-Laurent. C'est que les premiers explorateurs français avaient cru qu'en les franchissant, ils auraient accès aux richesses de l'Empire du Milieu. Pour les contourner, au début des années 1800, on entreprend la construction du canal. Comme vous le voyez, c'est un tout petit canal, un canal qui aujourd'hui fait à peine plus de 15 mètres de largeur, mais qui était amplement suffisant pour les besoins de l'époque. On a peine à croire, en le regardant aujourd'hui, que ce canal représente le plus grand chantier du Canada à cette époque-là. Lorsqu'on le construit en 1821 et 1825, il faut 500 hommes pour creuser ça au pic et à la pelle. On n'a jamais vu un chantier comme ça sur les rivières du Canada. C'est d'entre tous les canaux de navigation à travers le monde, l'un des plus grands. Si on regarde les écluses du canal de la Chine, on voit là certaines des plus grandes écluses fluviales qu'on peut trouver au monde. Il a servi de berceau pour l'industrialisation au Canada. On dit que le long des berges du canal de la Chine, à compter de 1850 jusqu'à 1950, on retrouvait là la plus grande concentration d'industrie au Canada. C'est vers les années 1840 qu'on va procéder à la construction du tout premier canal de Beauharnois. Malheureusement, les choses vont se passer plutôt mal. D'abord, ce canal sera construit au mauvais endroit, et puis ensuite, toute l'opération va donner l'occasion d'une fraude absolument gigantesque. Londres vote les sommes nécessaires pour construire le canal sur la rive nord. Mais les propriétaires de la seigneurie de Beauharnois réussissent à détourner l'argent et s'arrangent pour que le canal soit construit sur la rive sud, sur les terres mêmes de leur seigneurie. Une enquête en 1842 va mettre au jour toute la manigance, mais hélas, les travaux étaient déjà commencés ici. 50 ans plus tard, il faut construire un canal plus large. On perce donc le canal de Soulanges sur la rive nord du fleuve. Soulanges va devenir l'unique voie de passage dans ce secteur. En amont, les bateaux utilisaient depuis longtemps le canal de Cornwall, aujourd'hui disparu. En fait, le canal de Cornwall a bel et bien été construit, mais il a été complètement inondé par les travaux successifs. Et aujourd'hui, eh bien, l'écluse 21, c'est devenu une attraction de plongeurs. Alors, si vous voulez voir cette écluse, eh bien, vous faites comme nous, on plonge. Voici l'écluse 21, construite en 1885 dans le canal de Cornwall. Sous l'eau, cette gigantesque structure prend des allures fantastiques. Aujourd'hui inutile, submergée par les eaux mêmes qu'elle devait contenir, l'écluse 21 semble avoir fait naufrage. Mais elle est toujours dans un remarquable état de conservation. « 270 pieds de long, 45 pieds de large, 14 pieds de profond. Ces dimensions sont impressionnantes. Elles marquent un tournant. Toutes les écluses de l'époque doivent maintenant correspondre à ce gabarit. Ce fut longtemps le passage obligé entre les Grands Lacs et le Saint-Laurent. Les progrès dans la canalisation suivent les progrès dans la construction navale. John Molson innove. Son Accommodation sera le second vapeur à naviguer en Amérique du Nord. Avec la Molson Line, on peut aller de Québec à Montréal en 20 heures. À voile, il fallait compter de 3 jours à 3 semaines. Le Lady Sherbrooke fait la navette entre les deux villes de 1817 à 1826. C'est le plus gros bateau à naviguer sur le Saint-Laurent. Il fait 45 mètres et file à 9 nœuds. Les règlements du bord sont très stricts. Interdiction de fumer, de se laver dans les cabines, de cracher sur le pont et d'aller au lit avec ses bottes.
En 1833, un grand événement. Un vapeur va oser traverser l'Atlantique. Il part de Québec, c'est le Royal William. La marine à vapeur marque le début d'une nouvelle époque. Les coques en acier remplacent les coques en bois. On vit une véritable révolution dans le transport. Les bateaux grossissent à vue d'œil. Les moteurs sont de plus en plus puissants. La marine marchande a maintenant besoin de grandes autoroutes maritimes pour faire circuler ces nouveaux géants. Le Saint-Laurent est parfaitement situé. Il donne un accès direct au cœur du continent nord-américain. Le capital naturel de ce gigantesque bassin d'eau douce va devenir d'une importance absolument stratégique au cours des 50 prochaines années.